Le but de la chaîne est de parler de microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons d'un peu de tout. Aujourd'hui, on va vulgariser. On va tellement vulgariser que la plupart des infos que vous allez voir aujourd'hui, je vais pas utiliser de source. Oui, parce que la plupart des infos que je vais vous dire, on les trouve un peu partout. Parce que c'est un peu, la base de la microbiologie. Ou plutôt de la relation entre micro-organismes et environnement. Donc là, on va attaquer un gros morceau, qui est comment les micro-organismes interagissent avec leur environnement. Et ça va être un peu la grosse relâche. Partout où il y a de la vie, il y a des bactéries et des archées. Bien que ce soit des organismes microscopiques, leur activité, elle a une influence colossale sur les cycles géochimiques et les organismes de la Terre. Les organismes, ça c'est nous. Ils assurent entre autres le recyclage du carbone et d'autres éléments chimiques essentiels. Si ça vous parle pas, imaginez l'importance qu'a le microbiome sur la réduction des gaz à effet de serre, ou même sur leur production. On a une série sur les méthanogènes. Rien que ça, où on explique clairement qu'elles ont contribué à une extinction de masse. C'est pareil à une extinction de masse. Si les prokaryotes disparaissaient, il n'y aurait plus de cycle biogéochimique sur la Terre, et donc toute forme de vie s'arrêterait, ce qui n'est pas souhaitable, parce que ces petits bonhommes sont à la base de tout. Mais vraiment de tout. Mais quand on parle de l'environnement, de quoi on parle ? Eh bien l'environnement, c'est grand. C'est l'ensemble des facteurs physiques, chimiques et biologiques agissant sur un organisme vivant. N'importe quel habitat permettant la vie d'un organisme complexe est peuplé de microbes. Ça on peut pas y couper. De nombreux habitats aux caractéristiques physico-chimiques extrêmes, qui ne sont pas souhaitables pour notre vie à nous, sont peuplés de micro-organismes de toutes sortes. Et à ce jour, on n'a retrouvé qu'un seul endroit sur la planète où il n'y avait qu'un seul microbe. Mais ça, ce sera un épisode pour plus tard. Il va donc falloir rester connecté à cette chaîne, en la likant, en s'abonnant et en commentant. Les micro-organismes sont petits. Non, c'est oh. Donc leurs habitats sont également petits. Non, c'est oh. Pour une bactérie d'une longueur de 3 microns, on va dire qu'une distance de 3 mm, pour nous, c'est l'équivalent de 2 km. Je dis c'est loin, mais c'est beau, hein. C'est grand, 2 km. Quelque chose qu'on a beaucoup de mal à visualiser, c'est que sur cette distance de 3 mm, des gradients physiques et chimiques peuvent exister, même si on ne dirait pas comme ça. Et ces gradients, ils peuvent affecter le micro-organisme. On peut avoir des variations de l'acidité du milieu, des concentrations chimiques, de l'eau, de l'oxygène, de la température, bref, tout un tas de facteurs qui vont varier dans tous les sens. Dans un écosystème, les nutriments sont souvent présents de manière intermittente. Ils ne sont pas là constamment. C'est pas vraiment la nouba. On est plutôt sur de la carence. Ah, galère. Comme les ressources sont limitées, on a une très forte compétition entre microbes. Maintenant, ça va chier. Alors qu'au laboratoire, les micro-organismes sont le plus souvent sous la forme de cultures pures. Sauf que dans la nature, les cultures pures, ça n'existe pas. Les conditions sont beaucoup moins favorables, elles varient énormément, et les micro-organismes sont en compétition avec d'autres micro-organismes. Au niveau de l'accès aux nutriments, ou au niveau des sources d'énergie. Ne vous inquiétez pas, on va développer ça un peu plus. En plus des effets inhibiteurs des antibiotiques sécrétés par les petits copains à côté, ou de divers toxines, ou de divers prédateurs, et des prédateurs où on a des choses à dire sur les prédateurs microbiens, et tout ça, ça fait que l'environnement n'est pas vraiment friendly avec nos microbes. Alors, on déguste un vieille merde. La croissance des microbes dans la nature dépend des ressources disponibles et des conditions physico-chimiques. Ça va, on a compris. Je le répète, mais c'est important. Et avec la différence en quantité et en qualité de ces ressources. Ces mêmes conditions physico-chimiques définissent une niche écologique pour chaque micro-organisme. Alors parlons de population, de guildes et de communautés. Pas celle-là. Dans la nature, les cellules se divisent pour former des populations. Les populations à métabolisme équivalent sont appelées des guildes, peu comme Donjons et Dragons. On a la guilde des assassins, on a la guilde des forgerons, on a la guilde des voleurs, bref. Et tout ce petit monde va se réunir entre eux et vivre chacun un peu à côté des autres. Les micro-organismes, ils sont pareils. Micro-organismes qui respirent du fer va former la guilde des ferro-réducteurs. Ne respirez pas de fer, c'est déconseillé. L'ensemble de ces guildes, de ces différentes guildes, qui ont différents rôles, vont former des communautés microbiennes. Et ces communautés microbiennes vont évoluer ensemble. Un cycle biogéochimique, c'est une suite d'échanges d'électrons, où une molécule va perdre un électron. On va appeler ça une oxydation. Et donner cet électron à une autre molécule qui va donc recevoir un électron.
On appelle ça une réduction. Et tout ça va être géré par les micro-organismes. Il y a une suite de recyclage des éléments en faisant intervenir des réactions de réduction et d'oxydation. Par exemple, on va avoir une décomposition de la matière organique, qui va finir en dioxyde de carbone, qui va être transformé en méthane, qui va être oxydé avec les méthanotrophes. On va continuer comme ça, jusqu'à ce que le méthane revienne dans le cycle, le carbone soit utilisé pour de la matière organique, qui se décompose, qui se transforme en dioxyde de carbone, bref, vous avez l'idée. C'est l'histoire de la vie. Grâce aux réactions d'oxydoréduction qu'ils catalysent, les prokaryotes influencent ou initient les grands cycles biogéochimiques. Et ça concerne des éléments tels que le carbone, le soufre, le fer ou l'azote. Au sein des écosystèmes, il va y avoir ce que l'on appelle les producteurs primaires, qui constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire, ou encore jouer le rôle de décomposeur, responsable de la reminéralisation de la matière organique, c'est-à-dire la transformation en dioxyde de carbone. En gros. Et en parlant de potentiel redox, laissez-moi vous présenter la tour à électrons. On parle de tour, de communauté, ça ressemble au Seigneur des Anneaux. Les substances se différencient dans les tendances à donner des électrons, et donc à devenir oxydés, ou à accepter des électrons, et donc à être réduits. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça, on est en train de le faire. Cette tendance, c'est le potentiel redox, qu'on appelle E0, qui est une libération d'énergie. Vous pouvez voir que dans cette tour, il y a des couples de molécules qui ont un potentiel E0 différent, avec différentes valeurs entre les couples. Plus l'écart entre E0 entre chaque couple est grand, plus le transfert d'électrons est important, plus il y a d'énergie libérée, et plus la force protomotrice est importante. Et c'est quoi alors la force protomotrice? Parce que je balance ça comme ça entre la poire et le fromage, mais peut-être expliquer. Eh bien, quand il y a une réaction chimique, il y a un échange d'électrons. Ça va, on a compris. Je le répète, mais c'est important. Cet échange d'électrons va créer un flux, et ce flux va passer à travers des protéines spécifiques, et ça va produire de l'énergie. Et cette énergie va être stockée sous la forme, eh bien, de piles, non, de batteries, non plus, de pétrole, presque, de l'ATP, ou adénosine triphosphate, qui est une molécule qui va stocker l'énergie. Dans un couple d'oxydants et de réducteurs, on va toujours écrire avec l'oxydant qui va accepter l'électron en premier, et le réducteur qui va perdre son électron en second. Oui, parce que le réducteur est oxydé, il va perdre un morceau, il va donc perdre un électron. C'est compliqué, mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas évident tous ces noms, donc on va le répéter encore une fois. Une molécule qui perd un électron est oxydée, et est appelée le réducteur, ce qui va provoquer la réduction de la molécule qui va gagner un électron, qui va donc être réduite, et qui va être appelée l'oxydant, parce qu'elle va provoquer l'oxydation de l'autre molécule. Par exemple, l'oxygène que vous respirez, enfin j'espère, parce que sinon vous êtes une nouvelle forme de vie et je pense que vous devriez laisser un commentaire, c'est un oxydant très puissant. Il va piquer les électrons très facilement de ses petits copains. Il va oxyder les réducteurs. Oxygène, oxydation. L'oxygène n'est pas le seul dans ce cas-là. Ça, on va en parler un peu plus tard. Ce schéma de la tour à électrons classe les potentiels de réduction des couples oxydants et réducteurs des plus négatifs au sommet au plus positif vers le bas. Alors quand on définit l'énergie de réaction, on la définit souvent comme positive ou négative. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Eh ben en fait c'est très simple, comme tout. On parle d'énergie positive quand il faut fournir de l'énergie pour accomplir telle ou telle réaction. Dites-vous qu'il faut une molécule plus une autre molécule plus de l'énergie. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en plus des molécules que l'on va faire réagir, eh bien on va devoir apporter de l'énergie. D'où le petit plus. Et à l'inverse, on parle d'énergie négative quand on va libérer de l'énergie grâce à cette réaction. C'est de l'énergie qui va être réutilisée par la cellule, qui va donc être utile pour son métabolisme. Maintenant que vous avez cette tour à électrons et tous ces couples qui émettent tous ces flux entre eux, flux d'électrons et couples redox, et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut un petit peu d'organisation. Les substances à droite sont réduites, et plus ces substances sont hautes dans la tour à électrons, et plus elles vont facilement donner des électrons. On dit qu'elles sont de bons donneurs d'électrons, pas d'organes. Les substances à gauche, elles, sont oxydées, et plus ces substances sont basses dans la tour à électrons, et donc aussi à gauche, plus elles vont facilement prendre des électrons. On dit qu'elles sont de bons accepteurs d'électrons. Regardez, on a même l'oxygène ici. Les électrons des donneurs d'électrons du sommet
peuvent être acceptés par les accepteurs situés plus bas, de manière très facile, et donc produire énormément d'énergie lorsqu'ils réagissent. Et tous ces mouvements d'électrons va s'appeler la force protomotrice. Les électrons vont de transporteur en transporteur. J'ai besoin d'exprimer mon transport. Plus il y a de transporteurs, plus il y a de protons expulsés. Pour le transport, vaut mieux la brouette. Je sais, je me répète, mais c'est important. Grâce à cette force, la cellule va être énergisée, elle va donc devenir riche en énergie. La cellule fonctionne un peu comme une pile. Le but c'est de générer de l'ATP, cette molécule qui va stocker de l'énergie, un peu comme une pile. Un potentiel très négatif va donc produire énormément d'énergie. Plus il y a d'énergie, plus il y a d'énergie fournie. Et donc plus il y a d'énergie apportée à la cellule. C'est un peu la base du métabolisme. On fait réagir des molécules ensemble. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et ça crée de l'énergie, pas des chocs à pic. Mais ça on le verra pour le prochain épisode. Alors tout ça c'est un peu à la base du métabolisme cellulaire chez les microbes, mais même en général chez tous les organismes. Donc je me suis dit que ça pouvait être utile de le rappeler ou même d'en parler pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on va en parler beaucoup. Mais alors, beaucoup de ça. Merci d'avoir regardé cet épisode, qui revient un peu sur les bases de la microbio, très basique. J'espère que ça reste toutefois très intéressant. Merci de me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine fois, pour plus de vidéos et plus de microbes.